Bonjour à tous, je m'appelle Jordan Grenat, je suis développeur chez Viséo depuis 2 ans. Et donc je programme essentiellement en JavaScript, à full stack, que ce soit Node.js ou en front, surtout avec de l'Angular, et Java. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de JavaScript, et plus particulièrement, je m'intéresse beaucoup à toutes les nouveautés qu'on a eues depuis les nouvelles versions de JavaScript, à savoir ES6, et surtout la façon dont ça améliore notre expérience développeur au quotidien, en améliorant la qualité de nos codebases aussi. Sur cette présentation, vous l'aurez deviné, on va se concentrer sur un aspect assez particulier, qui est la gestion de l'asynchrone en JavaScript. Et je vais vous faire une promesse. Déjà, petit sondage. Qui a compris que c'était un jeu de mots? Voilà, une large partie de l'audience, je suis rassuré. Donc je vais vous faire une promesse. C'est qu'à la fin de cette conversation, de cette présentation, vous serez capable de faire du code asynchrone qui ressemble vraiment à du code synchrone. Alors, pour les besoins de la démonstration, j'ai créé une petite page web qui affiche, donc qui va faire des requêtes asynchrones sur une API sur laquelle je renseigne les séries télé que je regarde. Donc, vous avez à gauche mon profil, bonjour, mes amis, un petit moment de célébrité pour eux, et à droite, une série tirée au hasard avec la liste des personnages, en espérant qu'une série pas trop honteuse tombe au cours de la présentation, on verra bien. Je vais donc vous présenter la codebase. Alors, on a deux fichiers principaux. On a un fichier d'API qui est celui-ci. Vous voyez qu'on a donc des fonctions qui vont requêter sur l'API. Donc voilà, getUserInfo, getShowCharacter, etc. Donc ça, c'est le premier fichier. Et on a un deuxième fichier qui est notre application, donc avec quelques fonctions d'affichage. Et si on descend, on a une fonction sur laquelle on reviendra tout à l'heure qui affiche mes amis. Et en dessous, on a vraiment le code qui va effectuer tous les appels asynchrones. Donc voilà, on a beaucoup d'appels. Première chose qu'on remarque immédiatement, c'est ici, c'est toutes ces accolades fermantes qui s'enchaînent. Alors ça, c'est un symptôme radical de ce qu'on appelle le callback L. C'est-à-dire que dans une codebase JavaScript, traditionnellement, on va gérer l'asynchrone avec des callbacks. Quand on a plusieurs appels qui dépendent les uns des autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progressivement imbriquer ces callbacks et on va se retrouver avec de plus en plus d'indentations et donc à la fin, une longue série d'accolades fermantes. Si on regarde, il y a aussi une deuxième chose qui n'est pas terrible dans ce code, c'est qu'on a de la gestion d'erreurs un peu partout, ici par exemple, ici. Et ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on court-circuite notre workflow pour gérer ces erreurs. C'est pas très propre, ça pollue un peu le code. Et on se retrouve donc avec une cinquantaine de lignes pour juste afficher cette page-là. Alors comment on pourrait améliorer ça? Et ben, depuis iOS 6, on a pas mal d'outils qui nous permettent d'améliorer la gestion de l'asynchrone. Et le premier, donc tout le monde a l'air de connaître, ce sont les promesses. Donc les promesses, c'est donc des objets qui ont 3 états distincts. Un état en cours de résolution, un état résolu avec succès, et un état résolu en erreur. Donc l'état résolu avec succès, on peut donc avec le point zen exécuter une callback quand ça survient, donc, comme vous le voyez ici. Pour l'état résolu en erreur, on peut faire un point catch. Et si on veut, on peut aussi donner une deuxième callback à zen pour gérer les erreurs. Alors, pour l'instant, ça ne nous dit pas grand-chose, mais on va quand même implémenter ça. On va reprendre notre API, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer en une API qui retourne une promesse plutôt que de prendre des callbacks en paramètres. Pour ça, donc, on retourne une promesse. Donc, comme vous voyez, le constructeur est très simple. Il prend une fonction qui prend 2 paramètres, resolve et reject, qui vont nous permettre d'indiquer que la promesse est résolue avec succès ou qu'elle est résolue avec en échec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout notre code dans cette fonction. Et on va appeler les resolve et reject quand il faut. Donc ici, si on regarde, en cas de code 200, c'est un succès. On va appeler le resolve en renvoyant les mêmes données. Et ici, en cas d'échec, on va appeler le reject. Pour la présentation, je vais faire un truc un peu particulier, c'est que cette méthode, je vais la laisser accepter des callbacks. Je ne vous conseille pas d'avoir une API mixte comme ça, mais comme on va transformer progressivement l'application, ça va nous permettre de voir qu'elle continue à fonctionner. Donc pour ça, on va juste rendre les callbacks facultatives avec une petite condition ici et ici.
Alors les autres fonctions de l'API, je l'ai déjà préparé un peu à l'avance, comme vous voyez ici. Donc on va pouvoir consommer nos promesses maintenant. Hop. Alors, on va commencer par les plus imbriqués, ça sera plus simple. Donc ici, vous voyez qu'on a un callback qu'on va donc remplacer. Donc on le met de côté. Ici, on n'a plus besoin de donner un callback et on peut utiliser la fonction .zen qu'on a vue tout à l'heure, qui prend donc les amis et qui fait exactement l'appel de tout à l'heure. Voilà. Tout ça, on n'en a plus besoin. Et on n'oublie pas de gérer les erreurs avec un point catch. Voilà, donc là, on a déjà un peu moins de code. C'est un peu plus lisible. On va continuer en remplaçant celui du dessus, c'est le même principe. On enlève la callback, on fait un point zen. On prend un tableau de personnage et on reprend notre fonction de tout à l'heure. En n'oubliant pas de gérer les erreurs. On a encore un peu moins de code, c'est plutôt pas mal, on va continuer. Ici, on a un appel un peu plus complexe. Pardon. Cette fois, on va mettre tout ce bloc de code dedans. Tout ça, on n'en a plus besoin. Toujours notre même gestion des erreurs. Et le dernier appel, avant on va juste vérifier que notre application fonctionne toujours. Hop. Ah, si je ne l'ai pas lancé. Alors, hop. Voilà, donc ça fonctionne toujours. C'est un peu long. Hop, voilà, pardon. On retourne sur notre code. Et on remplace le dernier appel. Ici, on enlève la callback. On prend toujours nos user data. Et on ajoute tout le reste. Et encore une fois, la gestion des erreurs qui vient. Alors voilà, on a déjà un code beaucoup plus concis. Personnellement, il ne me plaît pas beaucoup. On a toujours de la gestion des erreurs un peu partout. Quand on le regarde, on ne sait toujours pas ce que ça fait d'un premier coup d'œil. On va donc regarder une des spécificités des promesses. Et cette spécificité, c'est que les promesses, on peut les chaîner. Par exemple, ici, vous voyez qu'on prend une data en paramètre, on retourne le user qui est contenu dedans. Si on refait un point zen derrière, c'est une nouvelle promesse qui est retournée par le premier point zen. Et donc, ici, on a le user. Et on va donc pouvoir chaîner les promesses comme ça. Jusqu'ici, ça ne nous aide pas beaucoup, sauf si on regarde ce qui se passe quand on chaîne des promises avec des promises. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on a un appel asynchrone ici qui nous retourne une promise. La prochaine fois qu'on va appeler .zen, ça sera quand cette promise-là sera résolue. Donc on va pouvoir chaîner des appels asynchrones sans indentation supplémentaire, simplement en les enchaînant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir les erreurs vont se poursuivre jusqu'en bout de chaîne, jusqu'à être rattrapées en fait. Donc on peut en bout de chaîne gérer les erreurs qu'on a réussi à avoir, qu'on a eues durant le workflow. Alors, on voit qu'on a un appel qu'on peut chaîner assez facilement, c'est celui-là. Donc ici, plutôt que de le consommer directement, on va le retourner. Hop, on arrête notre fonction. Tout ça, on peut donc le descendre d'un niveau. Hop. Ici, vous voyez qu'on a 2 fois la gestion d'erreur, ça sert à rien. On n'a plus qu'à faire ça. Et si on regarde, maintenant, on va avoir un souci. Si je retrouve mon application, on a une erreur. L'user data n'est pas défini. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et si on regarde notre code, effectivement, on voit qu'ici, on a l'user data dans cette fonction, mais qu'on en a besoin tout en bas ici.
Donc ce qu'on va faire, c'est on va tricher un petit peu, petite astuce. Ici, on va retourner un objet composé des user data et des infos de l'utilisateur. Hop. Et donc après, on récupère cet objet et ses valeurs. Et cette fois, si on regarde, ça marche correctement. Alors c'est pas mal, on a déjà réduit un peu l'indentation. On va se concentrer maintenant sur l'autre fonction qu'il y avait tout à l'heure, celle qui affiche nos amis. Si on regarde bien ce qu'elle fait, elle prend donc un tableau d'amis en paramètres, et pour chacun de ses amis, elle va effectuer un appel asynchrone pour récupérer ses infos. À chaque fois qu'on reçoit les infos, on va les ajouter dans un tableau ici, et après on va appeler cette fonction done. Si on regarde où elle est définie ici, et on comprend que c'est une fonction en fait qui, au bout d'un certain nombre de fois où on l'appelle, va appeler la vraie callback. Donc ici, c'est une astuce qu'on utilise quand on fait plusieurs appels parallèles avec plusieurs appels asynchrones qu'on gère avec des callbacks. On utilise souvent cette petite astuce d'appeler une fonction après n appels pour faire la vraie callback. Dans les promises, c'est beaucoup plus propre. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser promise.all. Promise.all, il prend un tableau de promises et il retourne une promise qui sera résolue quand toutes les promises seront résolues ou en échec dès qu'une promise est en échec. Donc on va l'utiliser. Ici, on a besoin d'un tableau de promises, donc on va faire un map à la place. On n'a plus besoin de cette callback là. Donc ici, on a mappé en promesse chacun des amis. On va les récupérer. Et ensuite, on va utiliser promise.all là-dessus pour avoir une promise qui sera résolue une fois que tout sera résolu. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appeler notre callback ici. Cette fois, il prend une variable en paramètre. Voilà. Et du coup, cette variable temporaire, on n'en a plus besoin. Et cette fonction qui appelle notre fonction principale après un certain nombre d'appels, on n'en a plus besoin. On a déjà un code beaucoup plus propre. Et beaucoup plus, sans boilerplate. On n'oublie pas la gestion des erreurs, toujours. Ces deux appels-là qui sont en parallèle, j'ai bien envie de faire pareil. Donc, on va le faire. Voilà. Et du coup, on peut se permettre de faire la gestion des erreurs une seule fois pour les deux. Et encore mieux, si on retourne cette promise au lieu de simplement la garder, on voit que la gestion de l'erreur se fait ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre application, on va aller voir, tout a l'air d'être bon. Ici également, si on retourne cette promesse ici, on va pouvoir se passer de la gestion de l'erreur ici. Elle sera faite plus bas, à ce niveau-là, donc ici. Et là, vous voyez que déjà, on a réussi à centraliser la gestion des erreurs, ce qui est souvent assez réaliste dans un workflow précis. Pas à l'échelle d'une application, mais dans un workflow précis, ça peut faire sens. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Par contre, si on regarde, on a toujours autant d'indentations, on comprend toujours pas vraiment ce que fait notre code au premier coup d'œil. Avec tous ces points zen, il y a quand même voilà, toutes ces indentations. Je pense qu'on a atteint un peu la limite des promesses. Donc on va aller voir un autre outil qui nous apporte ES6. De côté. Ce sont les générateurs. Les générateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions déclarées avec le mot-clé fonction étoile qui ont la particularité de pouvoir stopper leur exécution et rendre la main à celui qui les a appelés grâce au mot-clé yield ici. Alors ce qui se passe quand on appelle yield, c'est qu'on va retourner la valeur, s'il y en a une, à droite, résolue à droite, à l'utilisateur qui va pouvoir la consommer et l'utiliser. Donc ici, vous voyez comment on utilise un générateur. On appelle donc le générateur pour créer ce qu'on appelle un itérateur. Ensuite, on va commencer l'exécution de la fonction avec itérateur.next. Il va nous retourner une valeur qui peut être undefined si on renvoie rien, mais là, on voit qu'on renvoie 1. Donc on a bien 1 ici. Et ainsi de suite, on va pouvoir récupérer les différentes valeurs. Ça ne nous avance pas beaucoup, je suis d'accord.
On va voir une autre propriété avant de comprendre comment ça va nous aider. On peut aussi communiquer dans les deux sens avec un générateur. Autant il peut nous envoyer des valeurs, autant nous, on peut aussi lui envoyer des valeurs. Donc ici, vous voyez qu'après le premier yield, on cherche à récupérer une valeur qu'on retournera dans un troisième temps, ici. Alors, ici, vous voyez qu'on fait toujours notre itérateur sur le générateur. On appelle le point next une première fois, on reçoit la valeur 1. Et la deuxième fois qu'on envoie next, on lui envoie une chaîne de caractères, hello. Ici, donc, la valeur qu'on reçoit, c'est 2. On ne le voit pas, mais c'est 2. Et donc, la prochaine fois qu'on appelle le next, on se retrouve ici. Et donc, ce qui nous renvoie, c'est la valeur qu'on lui a passée, à savoir hello. Cette communication, ça marche aussi avec les erreurs. On peut décider d'envoyer des erreurs à un générateur. Pour ça, au lieu de faire itérateur.next, on va faire itérateur.throw. Donc ici, vous voyez qu'au moment où on fait itérateur.throw, ici, au niveau du yield, on va recevoir une exception qui sera catchée par notre bloc try-catch. Donc ici, on affiche une erreur, some error. Alors, ça nous avance toujours pas beaucoup dans la gestion de l'asynchrone, sauf si, encore une fois, on décide d'utiliser les promesses. Décidément, elles sont un peu partout. Alors, imaginez ce qui pourrait se passer si, au moment de faire un yield, on retourne une promesse. Imaginez que celui qui consomme notre générateur, il décide d'attendre que cette promesse qu'on reçoit ici soit résolue avant d'appeler le itérateur.next avec la valeur retournée. Et bien ici, dans l'utilisateur, ce qu'on recevrait, ça serait directement la valeur retournée par cet appel asynchrone. Et là, on se retrouve quand même avec un code qui m'a l'air franchement synchrone, alors qu'en vrai, on fait de l'asynchrone. Donc voilà, c'est ce système qu'on va utiliser pour avoir notre code asynchrone. Alors ici, j'ai oublié un truc. Ce système de consommer notre générateur pour lui envoyer soit les erreurs, soit les valeurs, tout ce mécanisme, ça s'appelle des coroutines. Les coroutines, on n'a pas besoin de développer une fonction qui le fait. Sur NPM, on trouve par exemple co, entre plusieurs coroutines. Et donc ça s'utilise très simplement. On utilise co, on lui donne notre générateur et il va itérer dessus. Donc voilà, j'ai installé co, on va juste l'importer. C'est l'inverse. Voilà. Et donc ici, on va utiliser co. Où ça? Ah, pardon, effectivement, merci. Ça m'évite une migraine. Alors, du coup, on va appeler co. Ici, on va créer un générateur anonyme. On n'a pas besoin de le nommer. Hop. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout notre code dedans. J'étais dedans, ok. Et on va vérifier qu'on n'a rien cassé. A priori, ça ne devrait pas. Voilà, tout va bien. Et on va pouvoir commencer à remplacer des appels. Plutôt que d'utiliser .zen, à chaque fois, on va plutôt yielder les appels. Donc, on va s'écarter un peu. Cet appel, on va le retourner à echo. Et on va récupérer la valeur en retour. Donc ici, on a nos user data. Ici, on n'a plus besoin de faire un .zen, on peut directement faire notre return. Hop, le point virgule en trop. Et si on regarde, on est toujours bon. Ici, on n'a même plus besoin de faire cette petite astuce qui permettait d'avoir les user data, parce que cette fois, elles sont accessibles pour tous. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et ici, on peut directement reprendre les user info. Voilà. Toujours bon. On va pouvoir remplacer le deuxième appel, du coup. Voilà. On n'a plus besoin du zen. On peut juste prendre ce code. Et voilà comment on se retrouve avec un code beaucoup plus simplifié que tout à l'heure. On peut toujours rajouter un point yield ici, c'est pareil.
Ah, ici aussi, pardon. Bien vu. Et ça marche toujours. Là, on n'a plus notre gestion des erreurs. Alors, on va la rajouter. On peut faire comme je vous montrais tout à l'heure, simplement avec un try-catch global. Hop. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que co, il nous retourne une promesse. Donc on peut directement ici faire un point catch. C'est les deux façons de gérer les erreurs. Alors c'est pas mal. Moi j'aime bien ce code. On doit toujours insérer une petite librairie pour ça. C'est pas très pratique. Alors que ce système est vraiment très pratique. Et ben, il y en a qui se sont dit, bah, on va l'ajouter à la spec. C'est pas encore fait, mais c'est au stade 3. Ça sera pas dans OS 2016 du coup, mais sûrement dans OS 2017. Et ça, c'est les fonctions A5. Les fonctions A5, c'est quasiment la même syntaxe, sauf qu'au lieu de déclarer fonction étoile, on va utiliser le mot-clé A5, et au lieu du yield, on va juste faire un await. Donc allons-y. Ici, on va juste utiliser A5. On n'a plus besoin de l'étoile. Et ici, on peut utiliser await à chaque fois. Hop, et ici. Et cette fois, ça devrait toujours marcher. Si ce n'est pas le cas. Ah, j'ai le point catch, effectivement. Ici, du coup, il n'est pas appelé automatiquement, donc il faut qu'on l'appelle. Une série sans personnage. Mais sinon, ça marche. Quand le réseau veut bien. Voilà. Voilà. Ici, on voit qu'on a toujours ces deux appels qui ne sont pas forcément plus jolis. Ce qu'on pourrait faire, c'est, pour chacun de ces appels, je vais le faire pour un seul, remplacer ici ça, on récupère les caractères, et ici, on affiche les caractères. Ça, c'est très tentant, mais je vous déconseille de le faire, parce que du coup, les deux appels qu'on avait en parallèle tout à l'heure, maintenant, ils sont exécutés l'un après l'autre. C'est pas terrible. C'est juste un petit conseil. On a tendance à avoir du await partout. Il vaut mieux éviter des fois. Alors voilà. Donc, je vais juste vous remontrer la codebase par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on a une vingtaine de lignes, un peu plus, 23 lignes. Ce qu'on avait tout à l'heure, c'était donc un code beaucoup moins lisible, ici, qui fait une cinquantaine de lignes. Et voilà, du coup, ma promesse est tenue. Je vous ai appris à faire de la synchrone de façon synchrone. Alors rapidement, parce qu'il y a d'autres nouveautés qui arrivent par la suite. Donc voilà, ça je le disais. Les observables, je vais pas le développer dans cette présentation, ça mériterait une présentation entière, et il y en a eu aujourd'hui en Java notamment. Donc les observables, en fait, c'est la gestion de la synchrone, mais pour un flux d'événements plutôt qu'un seul événement. Un exemple très simple ici, si on veut gérer des callbacks, enfin, si on veut gérer des clics sur un bouton, on peut créer une observable à partir de ces clics et simplement le consommer avec subscribe. Et à chaque fois qu'on clique, on va recevoir, on va se faire appeler avec l'event en question. Je vous conseille de regarder, ça arrive, c'est qu'au stade 1, mais vous pouvez utiliser notamment RxJS, une très bonne librairie pour ça. Voilà, merci. Oui, s'il y a des questions, il y a des micros sur les côtés. Non. Oui. Alors la question c'est, dans un cas particulier où on veut ne pas attendre que toutes les promesses soient résolues pour effectuer une action.
Alors en fait, si on veut la plus rapidement résolue, dans la Promise API, il y a plusieurs fonctions. Donc, il y a la fonction race notamment. Race qui va retourner le résultat de la première promesse résolue dans les promesses qu'on lui passe. Dans ce cas, tu les appelles juste, enfin tu les lances toutes les unes après les autres en fait. Non, parce qu'en fait, tu vas lancer l'appel asynchrone et enfin, tu vas lancer une suite d'appels asynchrones. Ils seront résolus après. All settled. Du coup, j'utilise pas Q parce que j'utilise la librairie, enfin JavaScript standard. Donc je connais pas trop Q pour le coup. Ouais. Alors normalement, il continue. Ah. La question c'est quel est le comportement au niveau thread quand on appelle le générateur. Je t'avouerai que c'est pas ma spécialité malheureusement. Je pense que du coup, on est toujours single threadé, donc a priori, il va passer à autre chose et enfin voilà, il va passer à autre chose a priori. Il faut savoir que pour l'instant, j'ai tout utilisé avec Babel. Les générateurs, ils sont implémentés que dans un seul navigateur, il me semble que c'est Edge actuellement, ou avec des flags. Et il y a des gros problèmes d'optimisation actuellement là-dessus, donc c'est pas encore tout à fait prod ready. D'autres questions? Bon, merci. Ah. Alors, il transforme en... du coup, avec Babel, comment le code est transformé? On va aller voir, ça sera plus simple. Si on peut. Hop. Le problème, c'est qu'il va m'afficher le map, a priori. Comment je peux faire ça? Non. Tac. Le map.js qui est... hop. Je suis un peu perdu. Hop. Ouais, j'aurais pas la transformation, désolé. Hop. Évidemment. Voilà, d'autres questions?